Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Joël. Salut Julien. Ça va? Ça va toi? Ben oui. J'hésite là à te le demander. Là, Me demander quoi? Comment a été ta semaine? Ça va le trémolo dans ta voix? Je sais jamais comment tu vas réagir. Non, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Tu vois, c'est comme... ça passe sur sa case. Des fois, je suis de bonne humeur. Là. Écoute, ça me fait plaisir de te parler de ma semaine, Julien. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient dans ta semaine, dans les prochains jours. Ouais, écoute, les prochains jours, les prochaines semaines sont assez rock'n'roll pour moi, assez... Ça va être un beau party. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Je fais mon lancement de mon roman. Je suis sûr que tu es au courant. Ouais. Je t'en ai déjà parlé que j'ai écrit un roman. Ça, là, les gens savent pas, là, mais c'est un vieux truc de radio, là. Quoi ça? Ben là, je fais comme si je savais rien. Ah oui, OK. Ouais. Ah, on fait ça? Ben oui. Ah, mon Dieu, excuse-moi, je l'avais pas vu dans ta face. Oui, Julien, écoute, je sors un roman. Ce vendredi, là, l'épisode est diffusé comme le 27 février. Donc, ce vendredi, le 1er mars, je fais un pré-lancement, un show. Donc, ça, c'est un gros événement. Ça va être full le fun. Mais c'est le public assez ciblé, là, quand même. Pourquoi? Parce que c'est un spectacle d'un band qui n'existe plus depuis 20 ans, pratiquement. Mon band d'adolescence, Flit, qui est aujourd'hui complètement... non seulement ça n'existe plus, mais je pense pas qu'il y a qui que ce soit qui veuille que ça existe. C'est de la musique d'antan, comme on dit. Et comme la musique folklorique? Oui. Non, juste la musique que j'écouterais pas à 37 ans, mais que j'écoutais à 17. OK, fait que c'est un band que tu avais avec tes amis de secondaire. Ouais. Puis on a eu le fun de notre vie. Là. Ça a duré peut-être 5, 6, 7 ans, je sais plus. Moi, je viens de Le Gardeur. Fait qu'on jouait à Repentigny, on jouait à l'Assomption. On jouait dans ce coin-là, là, sur la rive nord-est. Et puis, on faisait partie d'une scène qui était quand même cool à l'époque. Punk rock, un peu emo, des fois des gigs avec des bands un peu plus métal, hardcore. Puis, on était jeunes, fous, innocents, chaotiques. On a eu beaucoup de plaisir. Ça s'est essoufflé parce que la vie passe. Puis, on n'a jamais eu l'intention de reformer ce groupe-là. Mais, puisque mon roman, c'est une autofiction qui se passe à l'époque où j'avais ce band-là, j'ai décidé que, comme événement, je trouverais ça intéressant, peut-être d'autres mondes trouveraient ça intéressant aussi, d'avoir un show retrouvailles de ce groupe-là, aussi avec d'autres bands de cette époque-là. Fait que joue avec nous ce vendredi L'Akita, alias Jerks, qui était un band qui venait de notre école secondaire aussi, puis qui jouait plein de gigs quand on était adolescent avec nous. Et puis, La Querelle, qui est un band actif, mais qui est heureux descendant de Issue 16, un band qui était très, très, très présent dans la scène du punk rock et du emo à Repentigny en 2005. Fait que La Querelle va jouer quelques chansons d'Issue 16. C'est ça. Fait qu'on se produit au Vieux Palais de l'Assomption, une salle qu'on a déjà faite avec ce band-là À l'époque où ça s'appelait l'Oasis? À l'époque où ça s'appelait l'Oasis, dans le fond, dans l'autre vie du Vieux Palais. Puis c'est ça. Fait que là, ça va être un party retrouvailles où on compte voir et s'amuser avec des amis qu'on n'a pas vus depuis super longtemps. Puis c'est ça. Puis j'en profite pour mettre mon roman en pré-vente, si vous voulez, là, en vente, mais je vais l'avoir avec moi. Je vais le vendre, puis ça va être le premier moment où il est disponible avant d'arriver sur les tablettes des librairies comme 5 jours plus tard. Cool. Fait qu'on va mettre un lien, mettons, pour l'événement, l'achat de billets dans la description de l'épisode. Et puis, je dois faire le disclaimer. Si vous voulez venir à ça, c'est super cool. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Ne vous attendez pas à voir et entendre de la bonne musique de ma part ce soir-là. Je vais faire de la musique
comme je l'aimais il y a 20 ans quand j'avais pas de goût. Pour plaire au following culte de l'époque. Exactement. Ça s'appelle le Punkstalgia Party, un nom que je trouve qui fonctionne avec le but de l'événement. Ne venez pas découvrir de la bonne musique ce soir-là, vous allez être déçus. En tout cas, vous allez être déçus par Flit. Puis c'est ça. Toi, Julien, tu viens? Oui, absolument. Ben oui, je vais être là. Cool. On va avoir le fun du siècle. Ça va être écœurant. Nice. Hey, on parle de quoi aujourd'hui? De technologie. De technologie. Ouais. Si vous venez de vous joindre à nous, vous écoutez Comme du monde sur les ondes de choc.ca avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Puis on aborde ce sujet-là, ce gros sujet. Ouais. Après ça, tu vas nous présenter une création en lien avec la technologie. Oui, bien en fait, ça m'a amené à la réflexion toute cette question-là du niveau technologique puis comment ça peut influencer un petit peu le développement de ton univers. Ouais. Ben, de mon univers dans ce cas-ci. Puis j'ai l'impression que technologie, ça va être quelque chose qu'on va revisiter. Parce que moi, j'arrêtais plus de trouver des pistes d'idées, des sujets de discussion pour l'épisode. Fait que, j'ai l'impression que ça va être chargé. Ça va un peu de soi, hein, parce qu'on n'en a pas souvent parlé au micro, mais les aspects démiurgiques qu'on couvre depuis le début de Comme du monde, ça restait une liste un peu macro qu'on s'était faite, là. 9-10 points. Je ne sais pas c'était quoi exactement. Puis là, on arrive à la fin tranquillement, là, mais l'idée, c'était, ça, c'est un grand thème qui en recoupe plein de petits ou qui en englobe plein de petits. Moi, je l'ai vu dans ma recherche sur technologie vraiment plus que je l'ai vu dans ma recherche sur urbanisme, mettons, là, que, il y a tellement d'aspects à technologie qui méritent leurs propres épisodes. Là. Bien, c'est que je trouve que c'est intimement lié avec le genre. Si tu fais de la science-fiction, est-ce que tu fais de la science-fiction dure? Puis là, il faut vraiment que ta technologie soit réfléchie, développée. Mm-hmm. Si tu fais de la science-fiction un petit peu plus, j'hésite à dire, molle. Mais là, après ça, tu peux te permettre de peut-être un petit peu mieux identifier vraiment ce que tu as besoin pour ton histoire ou ce que tu as besoin pour ton jeu ou ce que tu as besoin. Puis quand tu tombes dans de la fantaisie, bien là, c'est complètement différent, ta réflexion. Tu es plus à genre cocher. Mais est-ce que les civilisations de mon monde imaginaire ont atteint ces différents degrés-là de technologie? Puis qu'est-ce qu'ils ont qui fait que cette civilisation-là a un avantage sur l'autre? Fait que, ouais, vraiment, là, on pourrait le séparer en plein de petits sujets. Toi, comment tu... Moi, je pense que la technologie, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être défini d'emblée dans... Il y a comme, tu sais, on parle souvent de la règle zéro. Là. Ouais. Il y a bien des affaires que la technologie, on va prendre pour acquis que certaines technologies existent quand on a un cadre historique, un cadre narratif qui est clair. Mettons, je fais une histoire qui est fantastique, mais qui est évidemment Moyen-Âge. Mm-hmm. On s'attend à ce que toutes les technologies qui existent dans cet univers-là, soit les technologies médiévales je dirais même pas de l'humanité réelle, mais plutôt des médias qu'on consomme, qu'on est habitué de voir. Parce qu'il y a plein de technologies médiévales qui existaient au Moyen-Âge, qu'on est plus ou moins à l'aise d'associer à ça ou qu'on met pas vraiment en lien avec ça. Mais quand on est habitué, justement, on joue à des jeux de rôle, à Donjons Dragons, on voit des... Là, maintenant, on sait que c'est possible que les gens aient une arbalète. Mais l'arbalète, réellement... si tu fais une histoire qui se passe dans un setting un peu 9e, 10e siècle, il n'y a pas d'arbalète. Non, c'est ça. Mais il y en a des arbalètes. Parce que, regarde, c'est le... Tu comprends ce que je veux dire? C'est un feel plus que c'est la vérité. Là. C'est l'univers par défaut de Donjons Dragons. Il y a des arbalètes. C'est ça. Même si l'arbalète a été inventée au 15e siècle, écoute, c'est pas grave. C'est pratiquement la Renaissance, l'arbalète. Mais non, c'est médiéval. T'sais. Fait que l'apparition de technologie... Puis là, je prends une arme parce que on dirait que les armes, c'est un des points là, qui nous intéresse naturellement quand on va créer une histoire, surtout si on veut qu'il y ait des conflits, des conquêtes, des conflits armés. On se pose des questions sur les armes qui ont été inventées. On pourrait dire la même chose sur les stratégies de combat. C'est des innovations, c'est des technologies aussi. T'sais. Absolument. Fait, genre, pour commencer par définir c'est quoi une technologie, il y a des outils qui sont physiques, mais il y a aussi des outils théoriques. Des moyens, des méthodes, Exactement, qui s'inventent pas, qui se découvrent avec les siècles. T'sais. OK, ouais. Fait que je pense que ça fait partie aussi de ton arbre technologique. Tu parlais de l'arme, mais je pense qu'en fait,
c'est un des gros points de ta création d'un univers. Quand tu réfléchis aux technologies, nécessairement, on va penser au conflit parce que c'est ce qui peut donner un avantage d'une certaine faction par rapport à une autre. Si une faction a développé, je sais pas moi, la guerre sur une monture, là, s'il y a des chevaux dans ton univers. Ouais, mais ça ils ont peut, de la cavalerie. ils ont de la cavalerie, ça peut donner un gros avantage à une faction jusqu'à temps que l'autre faction le développe ou développe quelque chose qui peut compétitionner avec. Fait que, est-ce que tu divises, toi, tes factions, puis là, tu leur donnes des niveaux technologiques différents? Je pense qu'il faut que je fasse ça. Je pense que je passe pas beaucoup de temps ces temps-ci dans ma démiurgie à développer ces aspects-là. C'est pas parce que je veux pas ou qu'il faut pas, c'est juste parce que je suis pas rendu là. Il faut que je le fasse à un certain point, puis on dirait que je fonctionne juste par inspiration. Des fois, j'ai une idée, je fais « Ah, eux autres, ils ont ça. Mm-hmm. » Là, je leur donne. Mais j'ai pas développé qu'est-ce que tout le monde a partout. Puis je pense qu'il faut le faire si je veux créer un monde qui est vivant, puis tout, sauf que je pense pas que c'est obligatoire d'aller dans le détail, le nitty-gritty de chaque nation, de chaque peuple, mais plutôt chaque peuple devrait avoir une couple de trucs qui les définissent à un niveau technologique qui fait qu'ils sont facilement remarquables. Des fois, c'est juste, même dans le visuel, tu sais. Les habillements, les costumes, ben, eux autres, ils ont développé tel type de cuirasse. Fait que visible de loin, tu peux les reconnaître, cette gang-là, tu sais. Des fois, ça aide carrément aussi à se faire un œil puis s'imaginer dans notre mind's eye, s'imaginer le... À donner de la saveur un peu à... Oui, puis des couleurs, tu sais. Ouais, la pigmentation, ça peut être une technologie. C'est une des plus vieilles technologies qui a été inventée dans notre monde. Le pigment s'est développé au néolithique, je pense. Mais même si elle est développée et elle est ancienne, l'accès à la ressource qui permet la pigmentation peut faire qu'une faction... Ah oui, c'est ça. Puis c'est des choses qu'on peut segmenter un peu. Parce que tu as les inventeurs de X, mais leur savoir s'est diffusé. Eux, ils ont perdu l'accès à la ressource. Puis c'est un autre peuple qui en bénéficie. Ça, c'est quelque chose qui s'est vu souvent dans l'histoire de l'humanité. Puis tu peux jouer avec ce concept-là un peu. Puis automatiquement, tu as quelque chose d'intéressant narrativement où il y a une jalousie, une envie qui peut se créer d'un peuple par rapport à un autre. Ah, c'est nous autres, c'est notre affaire, ils nous l'ont volé. Fait que y a tout plein de choses comme ça qui peuvent se passer puis qui émanent des processus de développement technologique. Tu sais. Je pense, la guerre, oui, mais aussi le commerce. Parce que les technologies vont modifier l'économie de ton monde, les relations pacifiques d'une faction à une autre. Ouais. Si, juste l'argent, c'est une technologie. Tu sais, dans certains contextes où le troc est la seule chose qui existe, tout à coup, tu as quelqu'un qui arrive avec une innovation qui est comme « Ouais, tu sais quoi? Cette affaire-là, là, ce coquillage-là ou ce bout de métal-là là, qui est irreproduisible, là, représente telle valeur de mes vaches. » Et là, tu as cette innovation-là qui apparaît et tu n'es pas obligé de mettre dans ton univers. Si ton univers fonctionne par troc puis il n'y a jamais personne qui a pensé à ça, c'est ça aussi le rapport technologique avec notre pratique démiurgique qui est ce que je ne mets pas dans mon univers le définit pas mal plus que ce que je mets. Jusqu'à temps que je fasse du sci-fi. Là, c'est le contraire. Là, quand tu fais des trucs qui sont futuristes, ton univers se définit par les technologies que tu as inventées. Ouais. Mais je pense que si tu fais quelque chose comme moi qui se passe dans un monde un peu antique, toi aussi, c'est comme... Toi, tu joues avec les deux. Tu es comme sur deux fronts en même temps, tout le temps. Ben, en fait, c'est que je finis par définir ce qui n'existe pas ou ce qui n'a pas été inventé parce que c'est toutes des technologies. Ça aussi, tu peux jouer avec ça, les technologies qui ont disparu, qu'on avait à une certaine époque ou qu'on avait dans un autre monde, puis que là, tout d'un coup, ben, c'est plus là, puis ça a été oublié, puis ça peut être redécouvert, mais ouais. Mais en même temps, ce genre de choses-là qu'on n'a pas, c'est toujours parce qu'on n'a pas vécu le problème qui confronte à l'invention. Exactement. Je pense que tu ouvres une porte qui est... Pourquoi ça existe, les technologies? Ouais. C'est ça, tu sais. Pour répondre à un besoin ou un problème. C'est des solutions. T'as un peuple de sentients, automatiquement, qui a trouvé des solutions. Je pense que c'est plus difficile de parler de technologie si on ne met pas en scène des sentients. Par exemple, le chimpanzé qui utilise un bout de bambou pour manger des termites. Une technologie, c'est peut-être pas la bonne façon de le définir, mais dès que ça émane vraiment d'un processus
de réflexion complexe, d'innovation, et qu'ensuite, ça devient un legs culturel parce que c'est passé de génération en génération. Ouais, ça se transmet, ouais. Là, on a quelque chose. Là, on tient une technologie. Puis, j'aimerais qu'on parle un peu de l'arbre technologique. Tu sais, cette notion-là d'arbre technologique. Est-ce que tu penses que c'est inévitable, selon toi, de passer par les points d'innovation que l'humanité a vécu? Est-ce que, genre, le fait qu'on ait vécu ces points d'innovation-là, c'était inéluctable? On était obligé de passer par ça? Ou est-ce qu'il y a des technologies qui auraient pu être découvertes, qui n'ont jamais été découvertes, ou certaines qu'on a découvertes qu'on aurait pu passer à côté? Puis... Ben, tu vois-tu ma question? Ben, je vois l'arbre là, duquel tu parles, qu'on peut retrouver dans plein de jeux vidéo, mettons. Oui. C'est ça qui est dur, c'est qu'on se fie toujours sur la règle 0. Je pense que notre règle 0 nous aveugle un peu quand on parle des technologies. Moi, je préférerais pas avoir affaire avec l'arbre des technologies. Okay. Parce que pour être honnête, j'ai fait la recherche parce que je voulais trouver de l'inspiration pour ma création. J'ai trouvé plein d'affaires. J'ai trouvé l'arbre des technologies du jeu Civilisation. Oui. Le vieux, pas Sid Meier's. Le 2 puis le 4. Oui, okay. Sid Meier's. Non, mais Civilisation, c'était un board game. Ah non, ouais, le jeu vidéo. OK. Sid Meier's. Ouais. Puis, c'est toutes des choses qui sont très, très, très longues à étudier. Ça je trouve que c'est trop chronophage pour vraiment le besoin de ce qu'on a à faire. Oui. J'ai préféré peut-être l'approche plus d'y aller, comme tu as dit tantôt, par exception. Ouais. Fait que prendre la règle 0 et jouer un petit peu avec ces paramètres-là. Mais la première étape, je pense, c'est de définir vraiment la caractéristique unique de ton univers. Fait que moi, tu vas le voir tantôt dans ma création, mais je commencerai par une liste. Moi, je veux qu'il y ait cette invention-là, et celle-là n'existe pas. Plutôt, elle est remplacée par telle sorte de technologie. Le reste, c'est la règle 0. Ouais. Je cherche en quoi ce serait intéressant là, d'avoir quelque chose qui se passe dans un le médiéval, la fantaisie, puis là, de dire, eux, ils n'ont pas de roue. Parce qu'ils n'ont jamais inventé la roue. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais mettons, dans notre monde, les Mayas n'ont jamais inventé la roue, puis ils ont construit des pyramides immenses. Ouais. Puis il n'y avait pas la roue parce que c'était complètement inefficace dans le jungle avec les racines. Mm-hmm. Fait qu'ils ont développé d'autres technologies pour contrecarrer ça. T'sais, des technologies peut-être plus sociales parce qu'il y avait un système de caste qui permettait... Des choses comme ça, puis qui faisaient que il y avait une science du couteau, exactitude des blocs de granit, de mortier, etc. Ouais. Qui permettait la construction de... À moins que c'était les aliens. C'était-tu les aliens? Les pyramides, apparemment, je pense que c'était les aliens. Ouais. Bon, OK. Bon, je laisse faire Oublie tout ça, ce que je viens de dire. Oublie ça. mais non, c'est ça, pour dire que la roue, ça s'est inventé puis ça a changé le cours de l'humanité sur les vieux continents. De l'autre bord, de notre bord à nous, ici, il n'y en avait pas de roue dans une bonne partie du territoire qui a légué des choses à l'humanité qui sont aujourd'hui une merveille du monde. Fait que si tu peux jouer autour de la roue puis dire, mais qu'est-ce que mon peuple a s'il n'y a pas la roue qui fait que c'est pas nécessaire de développer la roue? Mettons qu'il y a une technologie de chariot volant, là, ils vont jamais inventer la roue. Mettons qu'ils vivent, c'est un water world, ils vont jamais inventer la roue. Ou peut-être qu'ils vont l'inventer pour le moulin à eau, genre, mais jamais pour se déplacer. Fait que, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Oui, mais moi, je sais pas si c'est le bon moment pour plugger la ressource que j'ai trouvée cette semaine en magasin, parce que tu parles de la roue, puis tu parles des chariots volants, puis c'est comme un exemple verbatim. Vas-y, c'est quoi ta ressource? Je peux pas parler pour le reste des ressources que cette entité-là partage sur Internet, mais celle-là m'a quand même pas mal aidé. J'ai trouvé ça sur Reddit. C'est un site Internet qui s'appelle otheratlas.com. OK. Puis il y a un utilisateur du même nom là, sur Reddit. Puis, dans le fond, fournit pas mal de matériel pour le world building, pour la démiurgie. C'est en anglais, malheureusement. Là. Mais bon, ce serait peut-être un outil qui serait le fun à traduire. Puis, il parle, dans le fond, il donne des pistes d'idées sur comment gérer les technologies dans ton monde
imaginaire, dans ton univers créé, Mhm. en te donnant les inventions marquantes du vrai monde. Fait que des fois, c'est le fun de juste... Même si on les connaît, là, on sait c'est quoi un arc à flèche puis tout ça, mais de les avoir dans un semi-ordre chronologique, ça peut aider. Là. En tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup. Puis... Mais ça a l'air vraiment... Là, je le regarde, je l'avais pas vu avant aujourd'hui, là, mais ça a l'air vraiment complet puis cool. Est-ce que tu veux qu'on annule notre épisode d'aujourd'hui? ah oui, tout On est peut là. juste donner le lien à nos auditeuristes. On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin d'aller C'est- plus loin. C'est tout là. Oui, fait qu'on a les inventions majeures je dirais, par époque. Là. Puis, on a des pistes aussi sur comment faire ton world building. Puis c'est drôle parce qu'on les a faites par nous-mêmes, ces pistes-là. D'avancer dans le temps ou de délayer l'apparition d'une technologie, d'éliminer une technologie spécifique, on parle toujours par rapport à la règle 0, de générer des technologies alternatives pour répondre aux mêmes besoins, ou même de substituer des technologies. Puis là, il parle des pierres de lévitation. Fait que dans la liste des inventions, on a barré la roue et on a inséré la pierre de lévitation. Non, mais tu sais, c'est exactement... c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais. Il lit dans mes pensées. Puis après ça, on a toutes sortes de pistes pour créer des arbres de technologie. Puis moi, l'approche des arbres de technologie, c'est que j'irais avec, à la place de faire comme une genre d'immense schéma qui englobe toutes les technologies possibles, je prendrais la règle 0, puis je ferais les arbres pour qu'est-ce qui est vraiment unique à ton univers. Mhm. Comment on est arrivé à cette technologie-là? C'était quoi le problème? Dans quel ordre on a... dans quel ordre on a résolu ce problème, on a résolu ce problème-là, puis on a trouvé la première solution, puis après ça, on l'a amélioré, puis on l'a fabriqué en masse pour que tout le monde l'ait dans sa maison. C'est comme une évolution dans l'arbre que tu peux suivre. Il y a un aspect aussi que, dans notre perception très moderne, c'est un problème, puis il y a un inventeur, puis il a trouvé une solution au problème. Mais si tu remontes assez loin dans le temps, c'est plus un problème sociétal at large. Puis, en général, une solution va apparaître au fil des générations. Si je pense à la révolution agricole, le fait qu'on a domestiqué le grain, c'est la technologie qui a changé le cours de l'humanité. Je serais prêt à mettre un vieux 2 sur la table le plus. Mm-hmm. Ça a changé complètement notre façon de vivre. Ça nous a fait passer d'animal à humain. Mm-hmm. Il n'y a personne qui est à je peux pas lancer des fleurs à un individu pour avoir fait ça. Mais non. C'est l'entièreté de l'humanité qui a fait ça. T'sais. Ou du moins, c'est une bonne partie de l'humanité qui a fait ça. Et ça a eu des impacts vraiment négatifs et vraiment positifs, mais ça a tout changé. T'sais. Puis à partir du moment où le processus s'est enclenché, ceux qui embarquaient pas dans le bateau restaient nomades, se sédentarisaient pas, ben ces gens-là ont pu se repousser plus loin, etc. Sauf qu'un moment donné, veut pas, ils finissent par rentrer dans... C'est comme un peu une sélection naturelle ou une sélection artificielle? Ou... Ben, j'allais dire, c'est un point de non-retour. À partir du moment où ça a commencé, c'était joué d'avance. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec une civilisation qui est sédentarisée, qui a un système d'irrigation puis qui peut passer au travers de... Puis pour chacun des individus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont postulé, là, pour chacun des individus de cette société-là, la vie est vraiment plus terrible que pour chacun des individus d'une société chasseur-cueilleur. Sauf que la société, elle thrive pas mal plus. OK. Tu veux dire que l'individu souffre d'être condamné à être un agriculteur paysan? Ben, tu manges que le grain que tu cultives. OK. Tu tombes malade très facilement, très rapidement. Tu vas pondre 18 enfants, il y en a 3 qui survivent. Mm-hmm. Ce qui est la situation aussi quand tu es nomade. Il y a beaucoup de morts en couche, des choses comme ça. Sauf que chaque personne a un savoir plus diversifié puis a des opportunités de mobilité sociale dans son clan. Tandis que quand tu es agriculteur pour, je sais pas moi, sur le bord de l'Euphrate, puis toi, ce que tu cultives, c'est de l'orge, ben c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans ta diète, il n'y a rien d'autre dans ta vie. Tu te lèves tôt le matin, c'est une vie de paysan. De paysan, là. Mais tu sais, on a une vision bucolique, là, mais paysan, dans ce cas-là, c'était un peu esclave de ta terre. Oui, pendant longtemps. Puis c'est ça, oui, c'est ça. Fait que pour chacun de ces individus-là, la vie est vraiment terrible.
Mais la société, elle, va de mieux en mieux, elle se construit, puis ça crée des classes sociales avec des gens qui ont même le luxe de devenir genre scribes. Mais là, ça fait qu'on peut documenter les choses, on peut comptabiliser les choses, on peut développer une économie plus forte. C'est ça, c'est qu'on répond à un problème et là, on fait apparaître une panoplie d'autres nouveaux problèmes qui amènent une autre réflexion puis qui amènent d'autres technologies parce que éventuellement, le fait de plus être nomade, le fait d'être sédentarisé, le fait d'avoir un accès à de la nourriture, ça a permis aux gens de se spécialiser puis Exactement. d'amener encore d'autres technologies. Ouais. Puis là, tu as la force du nombre, tu sais. Mais tu as une pyramide sociale avec toute la classe qui est en bas complètement. C'est une vie de labeur et de souffrance, là. Chose que tu n'as pas cette même vie de labeur et de souffrance-là quand tu vis dans le wild. Tu as beaucoup plus de risques. Tu as beaucoup plus aussi... Chaque personne est pas mal plus compétente et performante dans tout ce qui existe de la vie. Tandis que quand tu as une spécialisation, ben... ça me fait penser à une... tu sais quoi? I, the pencil. Genre, moi, le crayon? Moi, le crayon. Non. C'est un texte, c'est sûr, je te demande si tu sais c'est quoi, mais c'est full méconnu, c'est pas connu. Okay, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait faire un supercut de toi qui me dit « Tu connais-tu ça? » Puis moi qui réponds « Non. » Non, mais ça, c'est une affaire, j'avais déjà vu ça ou entendu ça, mais c'était un article dans le journal dans les années 70. Fait que je m'attends pas à ce que tu saches c'est quoi, mais c'est Leonard Read qui a écrit ça, qui était un néo-libertarien. Là. C'est vraiment comme... Il fait l'éloge du capitalisme à travers son truc. Mais je trouve quand même que c'est intéressant. Puis c'était partagé par Milton Friedman, qui est... whatever. C'est du monde que je respecte pas beaucoup, mais cette idée-là, je la trouvais cool. C'est, dans le fond, il dit dans son texte que personne sait comment faire un crayon. Personne ne sait comment fabriquer un crayon. Là, il met ça de l'avant. Je peux faire le jeu avec toi. Là. Mais là, moi, je sais pas comment faire un crayon. Puis je suis pas mal sûr que toi, tu sais pas comment faire un crayon. Mais c'est ça, mais tu te dis, ben, c'est niaiseux. Voyons, un crayon, il n'y a rien là. Ouais, mais dans un crayon, c'est quoi? Tu sais, c'est du bois, mettons. Okay. Fait que pour avoir le bois, ben, il faut que tu ailles abattre dans une forêt. Pour abattre, il te faut une hache. Pour la hache, il faut faire de l'acier. Ouais. Pour faire de l'acier, il te faut une aciérie. Pour avoir une aciérie, il faut que tu construises le building. Là, ça, c'est juste pour le bois. Tu arrives pour le graphite, là, il faut que tu ailles miner du graphite. Ouais. Puis les faces au bout, c'est du caoutchouc. Il faut que tu fasses une plantation d'EVA, que tu ailles chercher la sève, que tu coagules la sève de l'EVA avec de l'acide. Comment tu développes ton acide? Fait qu'on se retrouverait finalement à retourner à écrire avec genre un bout de branche qu'on a brûlé. Puis Ben, c'est ça, mais la question, c'est juste, c'est quoi le miracle? Regarde, on en a un juste là. Ah oui, là, le crayon, je le tiens dans mes mains. Là. C'est, qu'est-ce qui fait qu'on a ça? C'est le développement de plein de technologies à travers des siècles. Puis, il n'y a personne ici de nos jours qui a besoin de faire tout ce développement-là à chaque fois que tu veux écrire. Non, tu prends le crayon, tu écris avec. Fait que là, eux autres, Leonard Read puis Milton Friedman utilisent ça pour faire l'apologie du capitalisme. Mais... pour dire, c'est vraiment cool, le capitalisme, on a des crayons. Oui, c'est exactement ça. Mais moi, je le vois plus comme, wow, fait que ça, c'est notre arbre technologique qui apparaît dans chaque objet que je tiens dans ma journée. Tu sais, genre, je me suis fait un café à matin, je l'ai mis dans un thermos. Si je me pose cette question-là sur mon café, mon thermos... En plus, j'ai fait un latte. Hein? Fait que, oh là là, t'as moussé le lait? T'as osé? J'ai osé. Fait que pense à tout ce qu'il faut savoir en tant que société puis développer comme technologie pour finir avec un latte dans un thermos. Je suis incapable de produire ça, moi, en tant qu'individu. Mais donne-moi des siècles, donne-moi des millions, des milliards de personnes. Puis oui, on est capable d'arriver là. Ça, c'est l'arbre technologique. Moi, un moment donné, je me posais des questions très spécifiquement, là, sur comment fondre un certain métal pour ma démiurgie. Puis j'ai trouvé un channel YouTube qui s'appelle How to Make Everything. OK. Tu sais quoi? Ben non, mais j'imagine que c'est une chaîne YouTube qui explique en détail comment faire quoi que ce soit. Là. Ça a commencé, là, genre 8 ans, puis le gars, il dit « Aujourd'hui,
on va apprendre comment faire un sandwich. Je vais me faire un sandwich. OK, mais il fait le grain lui-même. Exactement. Ouais, je l'ai vu, cette vidéo-là. Il se fait un sandwich. Il fait tout. Il fait tout. Il élève son cochon. Oui, c'est ça. Il fait sa farine tout. avec le grain qu'il a fait Mais aussi, pour faire sa farine, il se fait une meule lui-même. Là, il fait tout. Fait qu'il part juste de matière première, puis il fait son sandwich. Et là, son projet était comme quand même gros puis compliqué, mais il n'a jamais arrêté. Puis là, on est 8 ans plus tard. Puis sa chaîne, c'est juste des vidéos explicatives sur genre, bon, aujourd'hui, je vais essayer là, d'arriver à faire, puis là, mettons, son objectif, c'est de faire du laiton, tu sais. Il veut une petite plateforme en laiton, mais pour ça, le laiton, c'est quoi? C'est de l'étain puis du cuivre? C'est quoi du laiton déjà? En tout cas, whatever, c'est un alliage. Je sais même pas comment faire un crayon, man. Mais moi non plus, je sais pas. Personne sait comment faire un crayon. Mais c'est ça. Fait que ce gars-là, sur sa chaîne YouTube, il est bien outillé. Là, c'est un menuisier, c'est un forgeron. Il fait toutes ses affaires. Mais moi, quand j'avais fait ma recherche, j'avais trouvé des vidéos de lui qui se faisait un kiln. C'est quoi en français, kiln? Un four? Un fourneau? Oui, un four, mais il y a un mot pour ça. Pas un creuset. Le creuset, c'est l'affaire que tu mets dedans. En tout cas, ouais. Auditoriste comme du monde, si vous voulez me trouver le mot pour kiln, parce que j'ai pas le goût d'aller le chercher aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, un four à l'ancienne. Okay. Il se monte un four en glaise avec comme une espèce de puits d'échappement là, pour le... Puis une façon de le souffler, puis etc. Puis il finit par fondre son métal à la main, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de recherche dans son... Faut tout qu'il apprenne comment faire chaque partie. Ben oui, puis lui, dans son projet, il est en train de recréer l'ensemble de l'arbre technologique de l'humanité. Mais c'est un peu survivaliste aussi comme vision, parce que je sais que ça appelle aux survivalistes. Si demain tout coupe, comment on va faire pour fonctionner, puis il faut que je sache comment... Faudrait se revirer vers les survivalistes puis voir qu'est-ce que eux, tu sais, comme inspiration démiurgique, qu'est-ce que eux voient comme option pour... puis qu'est-ce qu'ils font dans leur bunker pour refaire l'humanité. Puis je regarde ça, puis je suis comme, OK. Fait que moi, dans le fond, dans mon monde, il va y avoir ça, puis ça, parce que je peux refaire l'humanité d'une façon différente. Totalement. Avec bien des canages. Mais c'est comme un genre de fantasme cigale et fourmi, là. Un peu, là, survivaliste, de genre, ben là, pendant que toi, tu fais des podcasts, ben moi, j'apprends comment faire un alliage de... Oui, c'est ça. Tu comprends un peu où j'en viens, là? OK, fait que nous, on est la cigale là-dedans. Ouais. Je nous voyais comme la fourmi qui travaille fort sur son podcast. J'ai trouvé un livre, moi, qui s'appelle... C'est un petit peu le même principe que ta chaîne. Qui s'appelle How to Invent Everything. Puis, on est connectés aujourd'hui. On est ça même. Wow. Puis c'est exactement ça, en fait. C'est que ça prend une invention, une technologie qu'on utilise pas quotidiennement, mais qui est importante, là. Puis t'as l'arbre technologique pour en venir à ça. Fait que c'est le genre d'affaire que les survivalistes, j'imagine, dans les commentaires, disent « Ah, je l'ai acheté, ce livre-là, parce que si jamais tout plante demain, ben je veux savoir comment faire mon thermos puis mousser mon lait. » Ouais, parce que c'est ça le plus important. Sinon, tu peux pas commencer ta journée. J'aurais aimé ça de l'avoir, ce livre-là, pour l'épisode. Mais j'avais de la difficulté à le trouver, là, puis je voulais pas... en tout cas, je voulais pas l'acheter en version digitale. C'est quelque chose que j'aimerais avoir en papier. Mais je pense que ça se trouve là, en librairie assez facilement. Ouais. Une autre ressource que je mettrai dans les liens. Comment on fait un livre? Toi, tu le sais, par exemple, tu as déjà appris comment relier un livre. J'ai relié. Ah ouais. J'ai pas imprimé. J'ai pas créé mon papier. Non, c'est ça. Je fais pas de pâté papier chez nous parce que ça pue. Ma blonde, elle est pas contente quand je fais mes pâtés papier. Ça sent quoi quand tu fais des pâtés? Ça sent Trois-Rivières? Oui, ça sent Trois-Rivières. On salue nos auditeuristes de Trois-Rivières. Les trifluviennes qui écoutent comme du monde. Bonjour. Ouais. Je sais pas, c'est parce que c'est toutes des choses qui sont pas super passionnantes quand tu fais un univers imaginaire, le crayon, le papier. Mais pour vrai, moi, je me suis posé la question quand j'ai développé mon Liwanzek, l'alphabet de l'Irial, de ma langue. Je me suis dit, cet alphabet-là, son look, le look de chaque lettre, devrait être motivé par l'outil qui est utilisé pour faire la lettre. Si tu regardes les écritures... mettons les sinogrammes, l'écriture chinoise, ça a toujours été écrit au pinceau avec de l'encre noire.
Fait que les formes peuvent aller un peu dans n'importe quel sens. C'est un coup de pinceau vers la droite, un coup de pinceau vers la gauche. Le trait peut changer d'épaisseur pendant une même ligne. Oui, exactement. Tandis que si tu regardes, mettons, les calames, c'est comme des roseaux avec coupés en biseau là, qui étaient utilisés pour écrire les langues méditerranéennes au départ, puis, mettons, l'arabe aussi. Mais ça fait certains traits qui commencent... qui doivent commencer par en haut puis descendre vers le bas, en haut à gauche, vers en bas à droite, parce que sinon, tu brises le bambou, Ouais. là, tu brises le roseau. Fait que ce genre de raisonnement-là ou de questionnement-là, je me suis dit, hey, il faudrait que je l'aille pour avoir une écriture qui est belle et plausible, tu sais. Mais Fait que j'ai fait des tests. Je trouve que c'est quelque chose qui est relié à ton idéolangaison plus qu'à ta technologie en tant que telle. Mais non, parce que c'est qui ce peuple-là? Ce peuple-là doit être un peuple de rivière qui a accès à des roseaux si je veux faire une calame. Ouais, Fait que je le place dans le monde avec mon hydrographie, là où il y a bien des rivières. OK, j'embarque. Fait que mes éléphants là, qui ont développé la langue, Mhm. et ils viennent d'une place où il y a bien des rivières. Fait que là, j'imagine, tu sais, le concept de l'éléphant qui se baigne dans l'eau, etc. Là, c'est ça son mode de vie. Fait qu'ancestralement, ils ont tout le temps des roseaux, des quenouilles, puis là, ils prennent ça puis ils finissent par catcher qu'ils peuvent écrire avec. L'autre question, c'est l'encre puis le support. C'est quoi leur papier? C'est quoi? Fait que ça, c'est des questions qu'il faut que je me pose. Dans leur environnement, c'est quoi les matières premières qu'ils ont pour développer la technologie qu'on appelle l'écriture, qui va changer le monde, tu sais. Mhm. Puis en même temps, ailleurs dans le monde, il y a une autre technologie d'écriture qui se développe par un autre peuple qui a accès à d'autres choses. Puis eux autres, ils font, je sais pas moi, ils font des scratchs sur des troncs d'arbres. Leur écriture se développe de haut en bas ou de bas en haut parce que c'est plus... C'est plus facile d'utiliser ton poids pour faire un trait qui descend dans... Oui, mais aussi, tu peux écrire des plus longues phrases. Ah, sur un arbre. Sur un arbre de bas en haut, de haut en bas. Fait que ça, c'est des questions que je trouve super intéressantes qui sont comme le lien entre la technologie puis technologie à un niveau... on s'entend, là, c'est pas un warp drive, là. Non. Le lien entre la technique, peut-être, la technologie, l'accès à des outils, l'accès à des ressources, puis, ben, c'est quoi l'art avec lequel je finis? C'est quoi que j'ai créé pour mon monde que je trouve unique et artistique? Ouais. Tu m'as complètement convaincu que c'était passionnant, finalement. L'écriture, non, c'est vrai. OK. J'étais prêt à défendre mon point que, ben, tu sais, l'écriture, bah. Mais non, c'est convaincant. Puis il va falloir que je réfléchisse aussi. Je peux-tu te parler de technologie sci-fi un peu? Ouais. En fait, il y avait aussi quelqu'un qui nous a lancé une question sur le Discord. Ah oui, Alex D. Mais si tu veux parler de technologie sci-fi, mais après ça, j'aimerais ça qu'on réponde à sa question. OK, parfait. Puis je pense que ça rentre un peu dans les technologies sci-fi. Je garde ça en tête. OK, cool. C'est un problème qu'on fait face souvent. C'est un problème auquel on fait face souvent dans les jeux de rôle. Est-ce qu'il y a des épées puis il y a des fusils en même temps? Mm-hmm. Tu sais, c'est comme s'il y a des fusils. Est-ce que ça rend complètement obsolète l'utilisation d'armes plus anciennes ou qui ont une tradition martiale peut-être qui date plus? La plupart du temps, ben, la solution, c'est de ne pas mettre d'armes à feu. Mais je trouve que... Puis c'est à propos parce que le film sort genre dans quelques jours. Mais dans Dune, oui. Je trouve que Frank Herbert fait ça avec beaucoup d'élégance. Je sais pas si tu te souviens dans Dune, le bouclier qu'ils utilisent. Là, moi, j'ai la scène en tête de celui de David Lynch là, avec le gros bouclier rectangulaire qui apparaît sur le corps. Tower Shield. Fait que c'est une des technologies qui est ultra répandue dans l'univers de Dune. C'est ce genre d'outil de protection personnelle là, qui génère un bouclier d'énergie autour de toi puis qui te protège. L'interaction entre ces différentes technologies, puis c'est ça que je trouve super élégant, c'est que ce bouclier-là, si on fait feu dessus avec, ils appellent ça un las gun, ça doit être un fusil laser, ça peut générer une explosion comparable à une détonation nucléaire, puis ça met en danger et la personne qui porte le bouclier et la personne qui fait feu. Attends. Nucléaire? Ouais. C'est si facile qu'il y ait je veux dire, un accident est si vite arrivé, il n'y a pas encore eu de guerre nucléaire à la suite de quelqu'un qui Ben, il y a comme des lois assez spécifiques dans l'univers de Dune qui rend comme interdit l'utilisation des armes nucléaires. Là.
Tu sais, c'est comme, t'as pas le droit, là. C'est dans l'accord de Genève. Je sais, là. mais toi, t'as ton fusil laser, puis tu visais quelqu'un qui avait pas de shield, puis quelqu'un qui a un shield passe devant, puis crossfire, puis là, t'as une bombe. Ouais, mais ce qu'on dit, c'est que ça peut être un peu chaotique, là, la réaction que ça fait. Ça peut être juste le gars qui a le bouclier puis le gars qui a le gun meurt. OK. Mais ça peut être tout ce qu'il y a entre le laser et le bouclier était complètement éradiqué. Fait on compare ça. Mais ce que j'entends, c'est que Frank Herbert trouve une façon de briser quelque chose qui serait sinon un peu broken, puis qui rend... puis ça revalide l'usage des armes blanches. Exactement. Ouais. Puis même, pas juste l'usage, mais l'entraînement, puis être super efficace avec ces armes-là, parce que le bouclier stoppe toute chose qui entre avec vélocité dans son champ, si tu veux. Là. Mhm. Fait que je peux pas juste arriver à côté de toi et te sacrer un coup d'épée sur la tête, le bouclier va l'arrêter. Si je veux être capable de t'attaquer, il faut que je rentre en douceur dans cet espace-là, dans le champ. Donc, souvent, on va utiliser des couteaux ou des épées courtes, puis on va essayer d'être proche, le plus proche possible de son assaillant ou de ta victime. Puis c'est de réussir à entrer lentement l'arme dans ton bouclier pour que je puisse t'assassiner avec. Là. Pourquoi tu voudrais m'assassiner? Ben là, je te prends toi en exemple, mais j'ai plein de raisons de vouloir t'assassiner. Là, on est deux cigales. Là. Pourquoi tu me viserais? Moi, vise la fourmi. OK, oui, je vais viser la fourmi. Ah non, il est dans son bunker. Si ça s'arrêtait là, moi, je trouve déjà que c'est super élégant. Ça pourrait s'arrêter là, l'interaction entre technologies. C'est cool. C'est vraiment une bonne approche, je pense. Puis esthétiquement, on l'a vu là, dans la partie 1, c'est super cool de voir les soldats arriver avec leur sabre ou leur... Ça donne ça donne un genre de sucré-salé fantasy sci-fi. Là. Oui. Sucré-salé. Avec Guy Jodoin? Oui. OK. Je l'attendais. je te regardais. Mais le bouclier entre en interaction aussi avec les vers. Tu sais, les fameux vers, les Shai-Hulud qui se promènent dans le désert, ben ils sont complètement... les vibrations causées par le bouclier peuvent comme faire rager un ver. Ils trouvent... Mais ça c'est un aspect super intéressant. Parce que tu as déjà développé un système qui fonctionne avec soi-même. Maintenant, il faut que tu le mettes en interaction avec tes autres systèmes. Oui. Fait que, tu sais, les vers qui habitent sur Arrakis, si tu fais une grosse bébite de même, puis que tu fais juste dire « il y a une grosse bébite », t'as un peu raté ta shot. Faut que la grosse bébite elle ait un impact culturel sur les Fremen, qu'elle ait... qu'elle ait une interaction avec la technologie des boucliers. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient un univers qui est bien construit, qui est tissé serré, puis qui se parle à lui-même dans toutes ses créations, toutes ses facettes. Oui, c'est ça. Je trouve que ça l'apporte aussi une solution simple, élégante à des idées narratives. Tu sais, as besoin de traverser le désert pour échapper aux Harkonnen. Mm-hmm. Malheureusement, il va falloir que tu t'éteignes ton bouclier parce que les vers vont juste se garrocher sur toi. Fait que là, je sais pas, ça crée des interactions élégantes, puis ça fait réfléchir après ça dans ton univers à faire en sorte justement que, même si ça interagit avec la xénobiologie, créer des contraintes narratives qui émanent d'une technologie ou de l'absence d'une technologie, c'est tout le temps un bon move. Fait qu'Alex D nous demande si on pouvait... transporter une technologie de n'importe quel univers dans la nôtre, laquelle on choisirait sur Discord, bien sûr. Toi, tu choisirais quoi? Moi, je choisis les bots qui font sauter très haut dans le film de Super Mario Bros. Avec Bob Hoskins. OK. Je suis un homme simple. Bot qui saute. Tu sauterais où? Ah, écoute, je sauterais partout. À l'épicerie, saute. Ouais? Ouais. Mais t'es conscient que tu vas te péter la tête sur le plafond, même si c'est un plafond de 20 pieds. Là. Parce que lui, si je me souviens bien, il prend les bottes à Belle Madame, puis il saute de là, puis il se rend jusque dans la montgolfière de Dennis Hopper. T'as raison. C'est quand même un beau jump. Bon, là. je vais le rayer. Raye-le. Je sauterais pas à l'épicerie. Toi, tu prendrais quoi? Le Plaxmol. Ah, oui! Je pense que, on peut dire que c'est une technologie, ça a été inventé par un scientifique. Ben oui, Même que ça a été inventé 2 fois par 2 scientifiques différents. T'sais. Une fois, c'était mauve, l'autre fois, c'était vert. Okay. Fait qu'il y a bien du Plaxmol qui se donne. Là. Et c'est une forme d'invention / existence. Je pense qu'on n'en a pas parlé de ça, mais le Plaxmol a comme sa propre volonté. Oui, exactement. On n'a pas Il y a parlé une intelligence de ça, derrière le Plaxmol. Mais tout l'aspect des technologies qui ont leur propre volonté, leurs propres intelligences, souvent, c'est relié à des trucs vraiment plus sci-fi. Mm-hmm. C'est
l'intelligence artificielle, les robots. C'est comme ça va changer complètement toute l'histoire que tu as racontée après s'il y a une présence. Mais même dans des trucs plus fantaisistes, là, c'est quoi les... Toi, tu es un fan d'Héberon. Là. C'est quoi les forges? Ah, les forgeliers, les Warforged. Les forgeliers. Tu vois déjà ça où... Ah oui, puis ça modifie complètement le monde d'Héberon. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas avoir une invention technologique, mais qui mène à l'existence carrément d'un nouveau peuple. Oui, mais c'est vrai intéressant, que dans Plaxmol, c'est prix Nobel. Là. Oui. Tu viens d'inventer quelque chose qui a une intelligence. Là, c'est comme... Puis c'est comme... Ça n'a pas vraiment de forme. Là. C'est un blob. Ouais. Ouais. Oh oui, c'est toutes les meilleures choses. Je peux-tu prendre le Plaxmol, moi aussi, finalement? Je vais prendre les bottes. Tu m'avais volé les bottes, là, parce que j'étais un grand fan du film de Super Mario avec Bob Hoskins et John Leguizamo. On peut en parler longtemps. On peut échanger nos bottes. Ouais, OK, cool. Fait que je te donne mes bottes, tu me donnes ton Plaxmol. Quel bel échange. Ouais. OK, cool. Est-ce que tu as une création pour nous en lien avec la technologie? Absolument. Ah. Puis c'est comme une ligne du temps, puis un petit arbre technologique. C'est pas vraiment un arbre, là, mais c'est plus une séquence d'événements. Fait que je vais le décrire un petit peu de l'autre côté, puis tu m'en parleras après. Tu sais, je vais répondre à tes questions. Cool, allons là. Fait que je t'ai fait une petite ligne du temps sur des événements, je dirais que c'est pour moi, là, dans ma tête, dans mon organisation, c'est comme les événements importants dans l'histoire de mon univers. Puis j'ai beaucoup développé, pas beaucoup développé, mais j'ai commencé à développer les inventions de ce qui est pour moi l'époque qui était la plus fertile aux inventions et aux technologies, qui est l'ère des édificiers, l'ère édificiaire. Ouais, fait que je te décris un petit peu l'ordre des événements sur ma ligne du temps, puis on en change après. Ben oui, puis l'image va être mise dans les réseaux et les choses comme d'habitude, mais je pense que ce serait bien que tu le décrives parce que ça doit être une image, c'est du texte. Là. Parfait. Fait que j'ai séparé ma ligne du temps en 4 périodes et je les ai pas vraiment mis à l'échelle. J'ai suivi notre principe de ne pas donner de date. Mm-hmm. La raison pour laquelle il y a des lignes qui sont plus petites, c'est que c'est des périodes moins fertiles aux technologies. Donc, j'avais moins de choses à écrire, fait qu'il prend moins de place. Et je l'ai divisé en 4 parties. La préhistoire, l'ère édificiaire, l'ère adépharienne, puis entre ces deux-là, ce que j'appelle l'interregnum ou l'interregnum, comment tu prononces ça? J'aime tellement ça que tu as utilisé le concept d'un interregnum. Je trouve que... On a-tu déjà parlé de l'interregnum ensemble? Je pense pas. Je trouve ça vraiment cool comme concept. OK. Le moment entre deux âges d'or où tout a été oublié et perdu. Ouais. C'est de même ça s'appelle. Tu as écrit le mot, fait que tu sais c'est quoi. Oui, exact. Mais on n'en a jamais parlé sur l'épisode. Mais je trouve que c'est un terrain fertile pour mettre des personnages qui sont dans une situation qui sont comme pris au dépourvu, qui connaissent rien, qui savent rien, mais qui redécouvrent une technologie ancienne et perdue et oubliée. C'est cool, ça, un interregnum. C'est un peu ça le concept. Je le découvre en le créant. C'est un peu ça le concept de mon univers. C'est que il y a eu une période d'avancée technologique incroyable. Puis, pour une raison narrative, on a tout effacé. Puis, on recommence. Puis, mon but, c'est pas de créer un monde sci-fi où ces technologies-là sur lesquelles je travaille dans ce document-là sont présentes puis sont utilisées ou utilisables. Mon but, c'est de créer les ruines de ces technologies. Mm-hmm. Fait que c'est comme un travail vraiment en amont que je fais. Ben, on en a parlé dans un très ancien épisode sur le monde connu, là. Ouais. L'aspect temporel du monde inconnu. C'est ça, là, des ruines avec des choses qui étaient à l'époque, qui avaient du sens. Puis là, maintenant, on les redécouvre, puis on comprend rien de ça et on peut pas les interpréter. Quand je dis on, je parle les personnages dans ton monde. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est toujours cool d'avoir cette espèce de... savoir que le monde a du vécu. Absolument. C'est ben ça oui. que ça donne, tu sais, avant tout. Ça donne pas accès à des armes sci-fi. Ça donne accès à une profondeur de champ pour tes personnages. Mm-hmm, mm-hmm.
Fait que dans l'ère édificiaire, les événements majeurs, c'est l'intégration des théories acoustiques dans l'élevage sélectif. Je suis sûr qu'on va en reparler tantôt. Il y a une guerre marquante pendant cette ère-là qui, pour moi, est une guerre qui a été très longue, que j'ai appelée guerre tribale. Je pense que c'est dans les débuts de l'organisation des édificiers comme espèce dominante sur cette planète-là. Au début, dans l'organisation, il y avait des conflits. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas d'autres conflits. C'est que dans mon idée, c'est que les solutions pour régler le conflit, ben, ça a été définitif. Puis on n'a plus jamais eu c'est comme une longue période de paix là, qui a suivi ça. Est-ce que la grande solution, c'est la création des bioserviteurs? Oui, exactement. Fait qu'ils ont créé une classe sociale qui allait subir à leur place. Puis... en fait, une classe de soldats, si tu veux. Mm-hmm. Puis est-ce que ça en est suivi de l'éradication d'une tribu ou est-ce que je ne l'ai pas encore déterminé, mais pour moi, la guerre a servi d'avance. Il y a plusieurs technologies sûrement qui ont été développées pendant cette guerre-là. Beaucoup de technologies de la règle 0. Mm-hmm. Mais effectivement, la création du premier bioserviteur, ça a été une façon un petit peu d'amener la guerre vers sa fin. Ouais, puis on sait que la guerre est un catalyseur de technologie. Absolument. Le premier voyage spatial s'ensuit, la mise en orbite d'une forge flottante autour du trou noir primordial. Tu l'as nommé, la forge. Est-ce que tu veux nous la lire, s'il te plaît? J'ai pas Abelder Sadeg. OK. Autour du trou noir primordial fait d'éclairs. L'intégration de la matière primordiale dans la fabrication des bioserviteurs. La naissance de Xelek Gesed Asek Gedef. Et Bien joué. Bien joué pour la lecture. Hein? Et se termine l'ère édificiaire avec le cataclysme du dévoreur d'au-dessus qu'on a pu explorer dans les textes précédents. Mm-hmm. Pendant l'interregnum, j'ai mis quelques petits... j'ai mis 2 trucs, en fait. Là. J'ai mis la naissance de Nateshti. Je sais pas si... en tout cas, on en reparlera tantôt. Ben oui, on en reparlera tantôt. J'ai mis une guerre des bioserviteurs. Et le premier contact avec l'empereur vers la fin de cette... Mais j'avoue là, qu'effectivement, après coup, je pense que l'interregnum est une période très fertile pour plein de choses. Mais dans ce cas-ci, pas pour les technologies. C'est jamais fertile pour les technologies. Non, c'est ça. C'est le moment où il n'y a pas de nouvelles technologies et même souvent, il y a un recul dans un interregnum. Tu sais, le concept d'un interregnum, c'est qu'il y a eu un âge d'or, puis il va y avoir un autre âge d'or plus tard. C'est l'entre-deux et c'est souvent l'époque des grands oublis. Mm-hmm. On ne se rappelle plus comment faire telle affaire. Puis ça, encore, pour nous, dans la vraie vie, dans le monde primaire, les interregnums qu'on a vécus ont mené à ce qu'aujourd'hui, on perde le savoir-faire pour des... comme l'acier de Damas. Mm-hmm. Tu sais c'est quoi? Absolument pas. C'est un autre pour le supercut. Un autre pour le supercut. C'était une façon de forger de l'acier. Puis ça donnait comme des armes, des épées extrêmement solides, extrêmement bonnes, robustes, qui allaient durer l'épreuve du temps. Encore aujourd'hui, ces armes-là qui ont été forgées avec de l'acier de Damas survivent très bien et sont super belles. Et on n'a aucune idée comment faire ça. Aujourd'hui, là, en 2024, il y a des scientifiques qui ont essayé de... Puis on a trouvé... Peut-être c'est le même qui le faisait. Peut-être c'est le même qui le faisait, mais on ne sait pas. C'est la même chose avec le feu grec, qui était une façon de faire une espèce de glu qui pognait en feu full facilement. Puis là, tu pouvais incendier, faire des flèches incendiaires ou faire exploser des trucs. Moi, je soumettrais ces problèmes-là aux fabricants de crayons. Je suis sûr qu'ils trouveraient une solution. Les fabricants de crayons ne savent pas comment faire des crayons. Fait que je pense qu'on part de loin. L'ère adofarienne débute. Et juste dire, quand tu dis guerre des bioserviteurs, là, pour être clair, là, c'est les premiers peuples qui se battent. En fait, je pense pas que ça apparaît nulle part, mais j'ai décidé que et les barbares et les premiers sont des créations des édificiers. Cool. Pour 2 solutions différentes, pour 2 problèmes différents. Est-ce que c'est les créations de la même tribu des édificiers ou de 2 tribus opposées? C'est intéressant, je peux aller là encore. On dirait qu'ils ont chacun leur Pokémon. Ouais. Chacun leur proxy. proxy. Non, mais non, j'imagine plus que c'est un sert d'engin de guerre, puis l'autre sert comme pour la construction, pour l'entretien. Oui.
Fait que c'est comme deux utilités différentes. Là. Ouais, t'as tes SCV, puis t'as tes... Non? J'ai R2D2 puis C3PO. C'est ça, OK, parfait. Okay. Je comprends. Puis, après ça, la fondation de la capitale, c'est ça, j'ai une autre guerre pendant l'ère adofarienne qui est le conflit des pelures. J'en parlerai. T'as jamais rien livré là-dessus, hein? Non. Parce qu'il me semble que je m'en rappellerai. Ouais. L'assimilation de Mars, la première expansion, évidemment. L'alliance avec les édificiers et la seconde expansion. Puis finalement, ce que j'appelle le massacre de Val-Terreur, qui se solde par la troisième expansion. Le massacre de Val-Terreur? Ouais. On n'a rien eu là-dessus. Là. Non, je peux élaborer si tu veux tout de suite. Ben oui, s'il te plaît. Ouais, dans le fond, le conflit des pleurs, c'est le premier conflit qui précède la première expansion. Puis ça l'a mené à l'exil d'une figure de guerre importante. Est-ce que l'arme principale du conflit des pleurs, c'est des pleurs de bananes au sol, les gens... Puis des carapaces. Oui, des carapaces, des étoiles, des éclairs. Non. On verra. Puis, dans le fond, un exil c'est ça, des forces, je te dirais, qui est de la résistance face à l'Empire, face à l'expansion de l'Empire. Puis... où j'allais avec ça? Oui, le massacre de Val-Terreur. Ouais. Le massacre de Val-Terreur, dans le fond, précède la troisième expansion, puis le recul définitif des rebelles vers les contrées sauvages à l'ouest de Val-Terreur. Ouais, de l'autre bord de l'isthme. Exact. Puis Val-Terreur, avant d'être cette ville frontalière-là de l'Empire, ben, c'était un repère, si tu veux, des rebelles. OK, je comprends. Les exilés, là. L'exilé Xavier. Exactement. Ouais. OK, cool. Oui. En marge, j'ai mis les technologies édificiaires. Dans le fond, je suis parti de la règle zéro puis j'ai établi ce que je voulais qui soit unique aux édificiers. Un retard sur l'invention de la roue, clin d'œil. Hein, tantôt, je chialais sur la fameuse roue. Donc, en faveur de moyens de transport basés sur le monde des insectes. Fait que dans ma tête, ce qu'il y avait autour d'eux pour observer des déplacements rapides, c'était des créatures qui utilisaient des pattes. Donc, je pense que la roue est venue comme jamais, tu sais. Mm-hmm. Le vol, les technologies de vol qui sont basées sur le modèle aérodynamique des insectes, là, qui est le vol en créant un vortex, puis j'imagine des engins qui ont peut-être deux paires d'ailes. Puis, pour recréer ça. Moi, je veux juste dire, je pense pas qu'on en ait parlé, je pense pas que je t'ai jamais partagé ça, mais j'ai un truc dans Gadine par rapport à des moyens de transport basés sur les insectes. Ah ouais? Et là, je me rends compte que on est vraiment connectés aujourd'hui, hein, parce que... Non, mais je me rends compte que, je pensais que c'était unique, mon truc. Non, tu es en train de faire exactement la... Non, c'est pas vrai. Tu fais complètement autre chose. Mais oui, j'ai des bêtes de trait qui sont des insectoïdes. OK. Je sais pas si tu te souviens, dans un de mes premiers textes, je parlais de monture. Puis j'avais comme laissé ça flou un peu parce que je savais pas trop où je m'en allais avec ça. Fait que, je m'étais gardé une porte ouverte, puis mon inspiration comme des insectes. Puis des édificiers. Mais mon idée est vraiment pas la même que ça. Fait que je pense que j'aimerais ça te l'apporter bientôt, à m'amener faire une création qui met en scène cette idée-là, parce que ça pourrait faire un parallèle intéressant entre nos deux mondes. Tu sais, les missions qui vont battre des robots, là. Ah ouais? Ouais, on pourrait faire une genre de bataille entre nos deux moyens de transport de robots. OK. Ouais. Fait que manipulation génétique permettant l'arrêt du vieillissement. Fait que honnêtement, je suis pas un scientifique, mais toutes les idées d'arrêter on est juste deux gars dans un garde-robe avec des micros. Mais le fait d'arrêter le vieillissement, le transhumanisme, tout ça, je sais pas si ça se fait par la génétique, je sais pas si ça se fait... Le projet Mathusalem, là. Eux, ils l'ont fait. Ouais. Fait qu'eux, c'est cané, ils vieillissent plus. Ce qui m'amène à pouvoir... Est-ce que c'est des amortels? Dans le sens que si je plante un couteau dans sa tête, est-ce qu'il va mourir? Ben, d'habitude, c'est ça. Quand tu arrêtes le vieillissement, tu vis pour toujours? Ou est-ce que autour de 100, 120 ans, il meurt, mais il meurt en ayant l'air jeune? Ah non, il meurt pas. C'est ça, OK, parfait. À moins, évidemment, que de causes extérieures, ils peuvent mourir, mais ils ont vaincu la maladie et le vieillissement. Mm-hmm. Bon, on peut quand même tuer un édificier. L'exploration spatiale, moi, c'est quelque chose qui était problématique un peu pour moi parce que tout ce qui est au-delà de la vitesse de la lumière, ou est-ce qu'on utilise le fameux warp drive, ou est-ce que
ça m'intéressait plus ou moins là, de travailler juste... avec les trous de verre. Ben, c'est ça, de mettre comme un genre de MacGuffin de « Ah oui, ils peuvent aller partout à la vitesse. » Bon. C'est drôle parce que pour ce genre d'affaires... Excuse-moi de t'interrompre. Là. Non, c'est correct, vas-y. Pour ce genre d'affaires-là, notre règle zéro, c'est les médias qu'on consomme, sci-fi. Ouais. Dans le sens où je veux me baser sur le monde réel. Le monde réel a de l'air à tout croire qu'on s'en va là d'une façon ou d'une autre, parce que dans toutes les affaires de science-fiction, tu as toujours ça. Fait qu'on dirait qu'à la base, si je fais un truc qui se veut de la science-fiction dans l'espace, un space opera ou quelque chose de même, je vais tout le temps avoir une solution de portail ou de wormhole ou une solution de warp speed. T'sais. Ouais. Puis, mais c'est les deux grands... les deux grandes options qui se présentent à toi si tu veux voyager dans l'espace. Ouais, mais tu sais, dans ma tête, moi, je les base pas dans la science. Je les base dans Star Trek ou, je sais pas, dans un autre... Mais mettons, dans Star Wars, ils font juste aller vite. Ouais. Bon, fait ben, on pense qu'ils font juste aller vite, mais le visuel nous montre un peu que c'est comme un genre de tunnel. Là. Ouais. Un genre de bleu. Là. Ouais. Ouais. Mais tu vois-tu où je veux en venir? Absolument. Comme on dirait que c'est pas quelque chose qui existe dans notre monde, mais c'est tellement dans la culture pop c'est ça. qu'on l'accepte. C'est parce que quand tu fais une histoire qui se passe dans un mode un peu tu sais, innovation spatiale, futuriste, dans l'espace, tu vas pas faire... En tout cas, c'est rare que tu vas faire une histoire qui se passe entre ta planète et son satellite. Non, tu vas faire une histoire qui se passe au niveau de la galaxie. Ouais. Mais comment t'expliques que les gens... Il y a des années qui se passent, si tu respectes les lois de la physique, il y a des années qui se passent entre le moment où la personne a eu une conversation avec telle personne sur telle planète, puis ça en va avoir une autre conversation avec une autre personne sur une autre planète, puis elle tombe en cryo-sommeil pendant 500 ans entre les deux conversations. Ah ouais, puis moi, ce problème-là, je le vis pas juste dans le sci-fi, là, je le vis dans Game of Thrones quand il passe d'une ville à l'autre instantanément. Oui. Quand la saison 1 au complet, c'est de partir de Winterfell pour aller à King's Landing. Puis dans la dernière saison, on se promène comme... Entre deux scènes, il y a quelqu'un... Ah, il l'a fait. Y avait-tu un dragon? Non, il est allé. Là. C'est peut-être comme Skyrim. Un coup que t'es allé une fois, tu peux juste fast travel. C'est ça, ça. En fait, moi, la solution que j'essaie de trouver à ce problème-là, c'est qu'étant donné qu'on peut vivre éternellement, on peut explorer l'espace à des vitesses qui sont inférieures à la vitesse supraluminique en vivant éternellement. Fait que si je veux aller loin, ça va juste prendre vraiment du temps, mais je peux partir dans une direction. Pendant ce temps-là, peut-être que dans son navire, dans son engin spatial, il y a un laboratoire. Il y a des recherches qui peuvent se faire. Ça prend une éternité se rendre au point B. Puis ça prend autant de temps à revenir après ça. Mais étant donné qu'on vit éternellement, ben notre vision, notre perception du temps est peut-être pas la même que si on était dans un temps limité. Fait que ça leur permet de se rendre un peu partout dans leur système. Mais il y a tout le temps un problème qui vient avec ça. Que si moi, ma destination, là, mettons qu'on est dans ce genre de situation-là, puis je dis je veux aller à Proxima du Centaure. Ouais. Puis moi, ma destination, c'est Proxima du Centaure pour une raison X. Disons qu'il y a une ressource importante sur cette planète-là, puis on en a besoin. Ouais. Je pars, je suis éternel. Là. Je me réveille là-bas, je n'ai pas le temps de faire le calcul combien de temps ça prend à se rendre à Proxima du Centaure, mais ça prend longtemps. C'est long. Fait que je me réveille là-bas quelques milliers d'années plus tard, mettons. J'arrive là, il n'y en a plus de la ressource. Il y a un peuple qui est arrivé avant moi, où il y a une race de sentients qui s'est développée sur la planète, puis ils ont tous utilisé la ressource. Il y a comme un problème de timing automatiquement qui vient avec ça. Oui. Mais je ne veux pas souligner ça en disant « Ah, c'est pas ce que tu as fait. » Mais en fait, mais juste dans le sens qu'il y a un problème. Il y a un problème inhérent à tout ce genre de solution-là. Puis c'est pour ça que les gens, ils coupent les coins ronds puis ils font du warp drive de Game of Thrones. Oui. Ben, je le fais pas, ça, par exemple. Non, c'est ça. Je préférerais vivre avec le fait d'arriver quelque part et que tout ait changé parce que ça fait vraiment longtemps que tu es parti. Puis en fait, ça peut même être la prémisse d'une très bonne histoire, ça. Oui, puis je pense même qu'ils font comme « Hey, ça se peut que ça arrive. » Puis ils font « Puis ils partent quand même, tu sais. Je vais peut-être pas revenir. Fait que puis si je reviens, ça va être dans très longtemps de toute façon. Mais ce que ça permet, par contre, moi, c'est qu'à un moment donné, pendant l'ère adofarienne, je peux avoir quelqu'un de mon ère qui est supposé être éteint puis qui revient, tu sais. Ouais. Qui est comme genre « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? » Je suis allé faire un tour de machine dans l'espace. Je suis allé me chercher un paquet de gomme.
Laboratoire orbitant autour d'un trou noir aux limites du système. Fait que dans ma tête, c'est plus ça leur exploration spatiale. Je pense pas qu'ils visent comme le centre de l'univers. Je pense qu'ils vivent dans leur système, puis le plus loin qu'on peut aller, ben, c'est aux planètes limitrophes du système, mettons. Là. Mais le trou noir a son propre système, normalement. Ben, pas celui-là. OK. Puis, ce qui leur permet d'étudier de près un trou noir, de maîtriser des théories gravitationnelles qui échappent, nous, aux pauvres humains que nous sommes, et qui mènent à la découverte de la matière primordiale, qui est mon MacGuffin pour introduire la magie dans mon monde. Ton Plaxmol. Mon Plaxmol, qui est une substance aux propriétés multiples et changeantes, qui peut se dilater, se compresser, se réorganiser. Apparaît comme un cristal à l'état neutre. Évidemment, j'imagine que peut modifier comment il réagit à la lumière ou même au toucher. Et permet la fameuse transmutation. J'ai écrit magie, technologie, point d'exclamation, 1, point d'exclamation. Ce qui nous dit une chose. Ouais. Cette charte-là a été écrite par Quentin. Oui, Quentin aussi mettait des 1 dans ses points d'exclamation. Ben oui, Quentin, quand il fait des points d'exclamation, des fois, il lâche le shift. OK, non. Non? Non. OK. C'est moi qui... En fait, je suis Quentin. Parce que, d'un autre côté, je comprendrais pas comment ça se fait que Quentin a accès à cette information. On dirait que cette charte-là, aucun de tes personnages pourrait y avoir accès. C'est pas diégétique. C'est complètement broken. C'est un outil de travail, c'est un work in progress. C'est vraiment juste pour moi, pour organiser mes choses, puis pour te livrer quelque chose. Mais je pense que Quentin, je suis Quentin. Quentin, c'est ma manifestation à l'état brut. Parce que tout ce que tu veux, c'est impressionner des filles exact. avec ton podcast, avec ton monde de jeux de rôle. Exact. Ouais. Ah, ça marche. C'est l'héroïsme. Hey, t'as-tu quelque chose à me dire sur tout ça? C'est vraiment cool. Merci, Julien. Ouais, c'est vrai parce qu'on en parle au fur et à mesure, mais c'est un gros travail que tu as fait. Moi, je pense pas que ça t'a pris 2 minutes de faire ça. Non. C'est comme de développer un arbre technologique qui est limité à tout ce qui est intéressant pour toi dans ton univers. Moi, je suis impressionné. Je trouve ça vraiment cool. C'est un outil, comme on fait ces temps-ci un peu plus, là, un outil de travail puis d'orientation pour pouvoir t'aider à créer ton univers. C'est nécessaire des fois d'aller là pour ensuite refaire un zoom-in. Mm-hmm. Puis, ouais, j'ai trouvé que ça me donnait l'impression que c'est comme prendre une pause, organiser des choses pour pouvoir revenir avec ces informations-là dans ma poche. Mais ça, ce genre de truc-là, c'est comme un appât naturel à démiurgite. Mm-hmm. Genre, ça, là, c'est fait pour tomber dans le trou du lapin, ce projet-là. Parce que tu pourrais commencer ce projet-là, puis passer 1 an dessus, sans avoir fini de trouver tous les détails qui fait que ton vortex d'insectes fonctionne. Mais à cause du deadline du balado... On dirait que tu es comme obligé de produire là. J'ai pas le luxe de me payer une démiurgite. Non, c'est ça. Fait que tu coupes. Puis là, ça fait que tu ne gardes que ce qui est important. Puis, tu sais, on essaye de produire des trucs qui sont des work in progress qui se rapprochent de plus en plus d'une version canon. Moi, ça me dérange pas si ce que tu nous montres là aujourd'hui, tu le changes après, mais c'est quand même cool de t'obliger à te commettre à certains éléments. Puis après ça, tu fais comme, OK, cool, maintenant que je sais qu'à cette époque-là, il se passait ça, qu'il y a ça, il y a telle technologie qui existe, telle technologie qui n'existe pas, ça t'aide à te mettre dans un bain de création ensuite, puis savoir comme, c'est quoi telle affaire qui pourrait... Ah, ben, tu sais, c'est ma matière primordiale pourrait avoir fait ça, puis après ça, personne ne le sait. Maintenant que c'est grâce à la matière primordiale, ils sont arrivés là. Puis ça vient expliquer la magie. Ouais, puis le fait que la matière primordiale est intégrée à la fabrication des bioserviteurs, bien, pour moi, ça justifie aussi pourquoi est-ce que mes espèces, mes choix de personnages canons, qui sont les premiers, il faudrait que je leur trouve des noms cool à un moment donné, là, mais les premiers, les barbares, sont capables, eux, de faire de la magie. C'est que ça fait partie d'eux. Ils en ont, tu sais, de la matière primordiale dans leur ADN. Dans leur ADN, parce qu'ils ont été créés comme ça, puis ça leur permet d'être en harmonie un petit peu avec ces lois-là qui existent dans l'univers. Puis le pont, l'espèce de zone floue, la zone grise entre faire quelque chose qui est du hard sci-fi puis tomber dans du soft fantasy, cette zone grise-là, tu l'excuses par la présence de matière primordiale dans l'ADN. Tu n'as pas besoin... Tu sais, mettons, si ça peut servir de leçon à nos démiurges qui nous écoutent, mais t'as pas besoin d'aller
comprendre comment l'ADN fonctionne. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller là. Parce que à partir du moment où tu le lis à ça, tu dis, et voilà, il y a un petit trick, un petit tour de passe-passe magique qui se passe dans l'ADN grâce à un truc que l'humanité n'a pas encore découvert. Ça existe dans un trou noir. La science n'est pas rendue là. Donc, tu joues sur ta science-fiction, tu l'amènes dans un élément qui est semi-plausible, semi-crédible. Tu fais pas du hard sci-fi pour vrai. T'as comme excusé ça en disant, mais ça, c'est mon exception. Ça, c'est ma petite fantaisie. Puis ça devient ton excuse pour la magie. J'ai pas l'impression que tu as besoin d'aller plus loin, de fouiller, de faire des recherches, de justifier. Tu as juste à dire, ils ont ça dans leur ADN. Mais surtout que je m'appuie sur 2 raisons. La première, c'est que tout ça n'existe plus. Fait que moi, ça l'explique qu'eux sont capables de faire ce qu'eux sont persuadés là, que c'est de la magie qu'ils sont en train de faire. Quand, en fait, il se passe un phénomène physique qui est juste encore inconnu de la majorité des peuples. Fait que mon but, c'est que ces technologies-là, comme je disais tantôt, on soit témoin des ruines. Fait que qu'est-ce qui est intéressant pour un monde plus fantasy? Les divinités, les héros, la magie, moi, je l'explique. Ouais. Mais en vrai, comment les joueurs vont le vivre en jouant, puis comment les histoires vont se raconter à l'époque Ils vont juste vivre de la magie. Ils vont vivre la magie. Ouais. Puis l'autre raison, c'est que j'ai dit un trou noir primordial, qui est pour moi, pas pour moi, mais qui est un trou noir qui est là depuis les débuts de la création de l'univers. Fait que je me suis dit, c'est où on peut trouver quelque chose qui peut-être répond à un mystère? Probablement dans quelque chose de très ancien, puis dans quelque chose qui est inaccessible. Comment on fait pour aller chercher quelque chose au-delà du Event Horizon? Fait que c'est mon MacGuffin magique. T'as bien joué le jeu, je pense. Moi, j'ai le défi d'un jour faire ça, peut-être un arbre technologique aussi concis et efficace. Là, je pense que c'est quand même cool. Ce que je trouve ce qui est un net gain là, depuis que j'ai fait ça, c'est que maintenant, je peux partir de ça et aller plus loin. C'est sûr que le deadline de l'épisode faisait que j'avais besoin d'avoir quelque chose de fini, mais maintenant... On est chanceux d'avoir un balado. C'est ça. On est tellement chanceux. En parlant d'avoir un balado, au prochain épisode, qu'est-ce qu'on fait? Au prochain épisode, on a mélangé nos épisodes. Là, Non, mais là, on a une invitée différente. On a une chroniqueuse qui se joint à nous. Donc, on va être accompagné au prochain épisode de quelqu'un qui vient nous parler des elfes. Yes. Bon. Cool. On se voit la semaine prochaine. Puis moi, après ça, je vais livrer une petite image. Oh, torieux. À la semaine prochaine, Julien. Bye. Bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.